Salut à tous, bienvenue pour le Mercatalk. On se retrouve pour parler, vous en avez l'habitude une fois par semaine, des transferts de l'Olympique de Marseille. On fait un petit point sur ce mercato avec Kevin Kribisch, le gagnant de la Talk Academy. Salut Kevin. Salut Romain. Alors pas trop triste, tu as vu que Roque Mesa avait signé à Swansea. Écoute, c'est malheureusement l'ogre anglais une fois de plus qui rafle tout sur son passage. Donc du coup voilà, Swansea est un super joueur. Bon, ça c'est bien pour Swansea, mais dommage pour nous. Et peut-être, moi je l'aurais vu dans une plus grosse équipe en tout cas. Il y a Jonathan Cafu aussi, j'en parlais il y a quelques heures dans le journal du Mercato M. Jonathan Cafu dont tu nous as beaucoup parlé, qui est suivi, qui est pisté par Rennes et Christian Gourcuff, tu vois, comme quoi tes pistes, tes joueurs de Hongrie sont entendus ailleurs. C'est remarqué aussi. En face de toi, pour cette émission, on a le plaisir d'accueillir, c'est sa première avec nous, David Hamed, ancien latéral de Ligue 1. Tu as plus de 160 matchs en Ligue 1, tu as joué à 3, notamment avec Alain Perrin. On se souvient de cette épopée. Il y avait eu des matchs contre Leeds en Coupe UEFA, et puis à Istres, plus près de chez nous. C'est quoi, c'est 160 matchs de Ligue 1, on disait 300 matchs de Ligue 2. Il y a quand même une sacrée carrière. Et maintenant, tu es recruteur dans la région pour Troyes, ce qui te fait le plaisir d'organiser tes week-ends avec les matchs des jeunes de l'OM, mais aussi des équipes de la région comme Consola et autres. Tu te fais combien de matchs par semaine c'est souvent le week-end. Bonjour tout d'abord. et c'est que le week-end à partir du vendredi où je vais voir du national, souvent Consola, parce que c'est pour voir un peu c'est cette équipe de Consola qui marche bien, et les autres équipes aussi pour suivre. Donc ça me permet de rester dans le local. Et après ensuite le samedi c'est parti pour les matchs de U15 jusqu'à U19, CFA, CFA2, et voilà quoi. Donc je suis beaucoup de matchs. Des week-ends chargés. On reviendra dans cette émission, on aura une partie, en troisième partie, on se fera des questions-réponses. Je me ferai un plaisir avec une question perso, on reviendra sur ce moment où tu as failli signer à l'OM, si je me souviens bien, ma lecture des gazettes transferts, notamment de France Football de l'époque. Ton nom était à chaque fois, alors c'était pas en gras justement, il était marqué en simple, et puis il n'est jamais passé en gras. On reviendra sur cette période. Messieurs, juste avant, on démarre quand même avec l'actualité de l'Olympique de Marseille. La signature de Luis Gustavo, il a été présenté ce matin à la commanderie. Est-ce que ça vous fait plaisir, David? Est-ce que Luis Gustavo, c'est un fameux gros nom comme il en fallait à ce mercato pour l'Olympique de Marseille? Pour ma part, oui, je pense. Après, j'espère que ça le fera sur le terrain. C'est un joueur confirmé. Et je pense que c'est ce qui manquait au jour d'aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. En termes de profil, Kevin, on a vu que c'est un sacré tacleur dans ses présentations à l'Olympique de Marseille. On a mis l'accent sur le fait que c'était justement une sentinelle. Est-ce que c'est le joueur justement qui va amener un équilibre? On sait qu'on est dans une équipe avec Rudy Garcia, avec 2 relayeurs qui se projettent beaucoup, 3 éléments offensifs, 2 latéraux à qui on demande de participer. Il faut donc un milieu défensif qui reste milieu défensif. Luis Gustavo, en ce sens-là, c'est beaucoup plus fort que William Venker. Pour moi, c'est beaucoup plus expérimenté que William Venker. C'est quand même un joueur qui a son palmarès une Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. Il a été titulaire. On minimise ses saisons à Wolfsburg, mais Wolfsburg, c'est quand même s'ils ont eu des mauvais résultats ces dernières années, c'est quand même un grand club en Allemagne. Quart de finaliste l'an dernier de la Ligue des Champions, sorti par le Real in extremis. C'est un championnat que ça allait moins bien, mais c'est quand même le joueur titulaire de ce club. C'est quand même une plaque tournante. On l'oublie souvent. On a beaucoup catalogué et défini comme un chien de garde, ce qui est vrai parce que c'était un joueur qui sait mettre le pied quand il faut, mais on oublie que c'est aussi un très bon joueur de ballon. Il a les gènes brésiliens, donc du coup très technique, très fort dans la relance, très bon dans le jeu long, et en plus de ça, à son actif, c'est un joueur aussi qui est capable des fois de jouer des dépannants en défense centrale, même si moi comme beaucoup, on l'a pris pour qu'il joue en 6, on ne veut pas le voir derrière, on a assez pourvu déjà à ce poste-là. Et c'est vraiment une très grosse pioche Olympique de Marseille, on l'avait pas vu venir. On a tous parlé de plusieurs profils, on minimisait à ce poste-là souvent, et finalement Marseille nous sort de leur chapeau quand même un très bon joueur avec Luis Gustavo. Tu dis on l'a pas vu venir. Est-ce que quand tu te faisais ta liste des milieux défensifs, tu as vu marquer Luis Gustavo parce que tu as forcément, on l'a tous fait, tu t'es dit non, c'est pas possible, lui il viendra pas à l'OM, comme on s'était dit au mercato pour Dimitri Payet, non c'est pas possible, il pourra pas revenir. C'est exactement sur ça, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, si tu veux, le profil, le joueur, oui, j'ai pensé à l'Olympique de Marseille, je me disais, et je l'aurais même mis dans les 2-3 vraiment joueurs si on avait l'argent. On a eu l'argent, mais je pensais pas qu'on pouvait miser sur un joueur comme celui-ci. Je pensais pas non plus qu'il pouvait accepter de venir à l'Olympique de Marseille parce que le projet est encore tout neuf. Faut pas oublier quand même d'où on revient, on est tombé quand même assez bas ces derniers temps, et
qu'un joueur de cette trempe-là accepte de venir à l'OM. Alors certes, apparemment avec une bonne rémunération haute, mais les bons joueurs, ça se paye, c'est comme ça maintenant. Et c'est mérité. Et je suis vraiment content que Luis Gustavo nous ait rejoint. David, en termes de... Parce que c'est aussi important dans une équipe d'avoir un mec comme ça, qu'on sait physique, qu'on sait capable de mettre des tampons. Est-ce que c'est important et est-ce que c'est ce qui manquait quand on voit les profils de cette équipe à l'Olympique de Marseille avec des Maxime Lopez, par exemple, des Rémi Cabella, des joueurs qui n'ont plus physiquement pas la capacité. Mais... On l'avait vu notamment à Nantes où Rudy Garcia avait fait 2 changements à ce niveau-là. Est-ce qu'un Luis Gustavo, ça fait du bien à ce niveau-là? De toute manière, ça peut faire que du bien. Et je pense que c'est ce qui manquait l'année dernière. Moi, j'ai suivi l'OM, je suis l'OM tout le temps. Et l'année dernière, quand on voit les joueurs qu'il a mis, pour moi, ça manquait d'impact. À part peut-être Vainqueur qui lui a mis ce qu'il fallait, mais bon, pas sur tous les matchs. Et là, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec un joueur comme ça, je pense que ça peut faire vraiment l'affaire. Et j'espère que ça sera vraiment une pièce maîtresse pour cette équipe marseillaise. Tu dis justement que ça manquait d'impact, à part peut-être Vainqueur. C'est le constat qu'on s'était tous fait le soir du OM PSG au Vélodrome. On s'était dit, à part Vainqueur qui avait mis 2-3 tampons, on n'avait pas existé. Espérons que la donne change avec Luis Gustavo. Autre dossier, Stéphane De Vrij. Alors, on parle beaucoup d'Adjil Rami. J'avais fait d'ailleurs un petit tweet pour vous expliquer qu'il était à la commanderie pour se mettre d'accord avec les dirigeants Olympia. Il reste maintenant à se mettre d'accord avec Séville. C'est pourquoi peut-être la piste De Vrij est ouverte en parallèle. Kevin, est-ce que De Vrij, pour toi, il vaut mieux faire De Vrij ou il vaut mieux faire Adjil Rami? C'est un peu dur, je pense que l'un peut aller avec l'autre. En tout cas, ça pourrait être une super charnière centrale, sachant qu'en fait Rami, apparemment, au niveau du prix de transfert, c'est pas quelque chose apparemment d'exorbitant de ce qu'on entend. En revanche, même s'il lui reste une année de contrat, De Vrij, ça va être un joueur qui est pas donné parce que c'est un joueur demandé sur le marché des transferts. Maintenant, en termes de profil, c'est quand même un joueur de 25-26 ans, donc il a la force de l'âge. C'est un joueur doté d'un gros gabarit, presque 1m90, très fort dans le jeu aérien, très bon dans la relance aussi. En plus de ça, il a déjà passé, ça va faire sa 2e ou sa 3e année en Italie. On sait très bien quand même que passer dans le calcio pour les défenseurs centraux, c'est, on va dire voilà, c'est la classe quand même. Et c'est quand même international hollandais. Il aura manqué. Par contre, c'est un joueur qui a eu beaucoup de blessures. Alors voilà, petit bémol, c'est un joueur quand même qui a eu pas mal de pépins physiques. Donc à voir que ça lui revienne pas. Oui, il y en avait un autre parce que De Vrij était indissociable de Ron Vlaar, si je me souviens bien, qui jouait à Aston Villa et puis qui a dû, qui s'est retrouvé sans contrat à cause de ses multiples blessures. Ouais. C'est 2 joueurs qu'on avait découverts notamment au Mondial 2014 quand les Pays-Bas avaient surclassé l'Espagne. Est-ce que depuis vraiment ce De Vrij, il est resté à ce niveau-là? Est-ce qu'avec la Lazio c'est vraiment ça suffisant? Est-ce que la Lazio a fait une saison défensivement incroyable? Je pense qu'il a même évolué. Je vais même aller plus loin parce que les qualités et les aptitudes physiques, il les avait aux Pays-Bas, mais comme beaucoup de jeunes joueurs, c'est quand même une école de foot. Les Pays-Bas, il est formé à Feyenoord de Rotterdam, donc c'est quand même une très, très grande école de foot. Maintenant, en Italie, comme je dis, il a eu cette culture tactique en plus qui est arrivée. La Lazio, on se rend pas compte, mais ces dernières années, c'est un club qui est bien remonté en Serie A. Alors certes, il joue pas la Ligue des Champions, mais c'est un club qui régulièrement joue l'Europa League. C'est un pion essentiel. Mais comme je t'ai dit, souvent dans l'année, c'est arrivé qu'il y a 1, 2, 3 mois d'absence pour des blessures, ce qui peut être beaucoup au football de haut niveau. Quand si tu mises beaucoup sur défenseur central mais qu'il te manque 3-4 mois dans l'année, ça peut être mauvais quoi, ça peut être dangereux pour la suite. Mais après c'est un super défenseur. Après voilà, prix de transfert entre 15 et 20 millions d'euros. Moi j'ai peur que ça se fasse plutôt avec tous ces clubs anglais. Tu parlais de Roque Mesa à Swansea. Moi j'ai peur qu'un club anglais arrive et encore avec le salaire et le transfert nous double la mise. À ce niveau-là, bon, on le sait, on l'a dit, on est pourvu évidemment au poste de défenseur central. Il y en a beaucoup encore dans l'effectif. On rappelle, il y a eu Bocagne, il y a Doria, il y a Rolando, il y a Aloé, il y a Andonian qui sont toujours là. Il y en a un autre qui ne s'est pas illustré à ce poste à l'Olympique de Marseille pour son premier match amical hier contre Sion. On accepte le match contre la sélection du Valais, qui était vraiment le pré-match amical. Mais c'est Boubacar Kamara que tu as beaucoup vu évoluer avec les équipes de jeunes de l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour toi, alors que Rudy Garcia a vraiment fait comprendre que si on le faisait signer pro, c'était pour lui donner du temps de jeu, est-ce qu'il peut aller chercher une place derrière la charnière titulaire à l'Olympique de Marseille l'an prochain, ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour toi de ce que tu vois du potentiel? Tout simplement, tout dépendra de lui. Tout dépendra de l'envie, tout ce qu'il va mettre aux entraînements, dans les matchs quand il sera appelé, son comportement, tout ça va faire que oui, il pourra certainement jouer. On l'a vu avec
avec comment c'est le petit milieu de terrain Maxime Lopez. Excusez-moi, Maxime Lopez, qui lui, voilà, et il a eu sa chance, il a saisi, c'est tout simplement. Il est passé devant des grands noms, il a joué, et là ça peut faire pareil. Pour toi, le flou en défense peut lui profiter, il peut aller instaurer le doute dans l'esprit de Je Garcia. pense, parce que on a beaucoup de défenseurs centraux. Pour moi, je pense que là, on vient de citer un nom. On peut citer aussi Rami, qui peut faire partie. Quasiment fait, bien sûr. Donc, pour moi, ça serait les 2 joueurs qu'il faudrait absolument prendre, surtout en défense centrale. Voilà. Mais il a ce petit truc qui peut faire que, oui, il pourrait jouer. Oui, il n'y a pas de souci. On verra donc comment ça se passe, notamment sur les prochains matchs amicaux. À la fin de ce match contre Sion, Rudy Garcia a rappelé au micro d'Olivier Talaron sur Canal+, que l'OM cherchait toujours un gardien de but. Alors, c'est toujours Steve Mandanda qui est en pole position, mais ça traîne énormément avec Crystal Palace. Et au final, l'alternative la plus plausible du moment, c'est Alban Lafont de Toulouse. Ça coûte beaucoup plus cher, mais pourquoi pas? C'était dans les colonnes de l'équipe il y a quelques jours. Est-ce que, vu que ça patauge clairement sur le dossier Mandanda, est-ce que pour vous, il faut aller chercher, David, est-ce qu'il faut aller chercher Alban Lafont à Toulouse et à ce moment-là instaurer peut-être une concurrence dans un premier temps entre Lafont et Yohan Pelé, mais voilà, miser comme ça sur un gardien de long terme? De toute manière, ça va être cette alternative. De toute manière, ça ne sera pas un titulaire indiscutable. Pour l'instant, c'est Pelé qui tient la barre. Pour moi, Pelé a fait un début de saison un peu moyen, mais il a super bien fini. Pour moi, il a été, et je ne l'attendais pas à ce niveau. Et là, il est allé chercher lui aussi des points pour amener l'OM où il a fini l'année dernière. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, si je me permets, c'est que c'est vraiment la double différence entre les 3-4 premiers mois à l'image de l'OM qui pataugeait un peu, qui tâtonnait, et les 6 derniers mois qu'il fait vraiment Pelé, c'est vraiment 6 bons mois, très bons mois. Je veux dire, je crois qu'en Europe, il faisait partie des meilleurs gardiens en termes de clean sheet. Et là, depuis même dans le match amical de hier, ils sont encore une parade dans un face-à-face. S'il garde ce niveau-là, c'est vrai que finalement, on se dit qu'on n'a pas un si mauvais gardien que ça s'il reste dans la lignée des 6 derniers mois. Après, ce que les gens ne savent pas, ou les supporters, c'est que c'est des joueurs qui ont été toujours second couteau, c'est-à-dire ou gardien remplaçant. Là, au jour d'aujourd'hui, il s'est retrouvé en numéro 1 et ça a été un peu difficile, entre guillemets, au départ. Et voilà, après, il a montré ses qualités réelles et il a super bien fini. C'est vrai. Alban Lafont, ça vous plaît ou pas? Ou est-ce que vous vous dites il faut attendre Mandanda? Si on peut faire Mandanda que mi-août, c'est pas grave, mais il vaut mieux attendre Mandanda plutôt que de se lancer à l'assaut pour Lafont. Moi, de mon avis, tu le connais, malgré tout le respect et l'amour que j'ai eu pour Mandanda, qui est vraiment un super gardien, sa situation à Crystal Palace me met un peu le doute quand même. Là, ça fait plus d'un an, ça fait presque un an qu'on l'a pas vu jouer. Il a eu du mal en Angleterre. C'est quand même un gardien. Bon, il s'est blessé certes, mais c'est quand même un gardien. Est-ce qu'on l'a pas un petit peu surévalué aussi, nous en Ligue 1, et finalement, il est arrivé en Première Ligue dans le très gros championnat qu'on connaît. Il s'est pas imposé. Moi, je me dis que la meilleure alternative, de mon point de vue, soit on investit et on prend un gardien titulaire d'une sélection en puissance, comme j'avais parlé à une certaine époque de Rui Patricio, c'est-à-dire tu prends un gardien titulaire à 29 ans, force de l'âge, il faut mettre le prix. Soit l'alternative de garder Pelé et de prendre un jeune comme Alban Lafont peut être intéressante, c'est-à-dire que tu lui laisses une année d'adaptation à Lafont. Quitte à mettre un peu le prix, mais c'est un long terme, c'est un investissement à long terme. À long terme, sachant par contre, comme je dis, attention sur Alban Lafont, c'est un jeune joueur, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Très bon sur la ligne, encore friable mentalement parce que c'est un jeune. Il faut voir l'Olympique de Marseille. Et deuxième truc, pour le moment, là où comme c'est un jeune, il va devoir progresser, 0 relance au pied. Pour ceux qui ont regardé, c'est quand même important dans une équipe comme l'OM qui veut jouer passe courte, très bonne relance du gardien. Derrière. Pour l'instant, c'est 0 relance au pied. Il doit progresser sur ce sujet-là. Donc, il y a du travail, mais en même temps, il a 18 ans. Donc, c'est aussi. Il joue à Toulouse. À Toulouse, on ne fait pas non plus du jeu. On ne fait pas non plus du jeu. On s'est compris. Ça c'est fait. Mounir El Haddadi, on en a parlé ces derniers jours. Donc, Mounir, connu sous le nom de Mounir, le petit prodige espagnol et marocain. Je crois qu'il a la double nationalité. Il s'était bien montré, je pense, en début de saison dernière, juste après le sacre de Ligue des Champions. Là, il a été prêté à Valence, ça a été un peu plus compliqué pour lui. On en parle, c'est surtout la presse espagnole qui en parle, point de chute possible à l'Olympique de Marseille. Question, messieurs. David, est-ce que quand on est dans une équipe où il y a déjà
Payet-Thauvin, mais aussi Ocampos qui est revenu, mais aussi Cabella, Bounassar qui est encore là, Clinton Edgier. Est-ce que Mounir El Haddadi, ça met tout le monde d'accord ou attention, en même temps on va le faire venir, c'est en prêt ou avec une option de rachat préférentiel de Barcelone qui fait que on l'a jamais vraiment sûr et au final on empile plus des joueurs dans ce secteur qu'apporter une vraie plus-value. Ben moi, pour ma part, c'est vrai qu'un joueur comme ça, c'est très très intéressant. Ça a beaucoup de qualité. Maintenant, c'est vrai, comme tu disais, à l'OM, on a beaucoup de joueurs dans ce secteur. Et déjà, pour faire jouer 3, voire 4, avec, on doit être 8 ou 9 milieux de terrain de qualité, t'en rajoutes encore un. C'est vrai que, bon après, aussi, il peut peut-être prendre une place de titulaire aussi, mais à le placer où ? Sachant qu'on a vu certains postes, voilà, c'est difficile de prendre les postes. Et voilà, après, pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'on a ce qu'il faut pour ma part au milieu de terrain. En gros, c'est s'il y a des départs, c'est une opportunité de fin de mercato. Pourquoi pas ? Mais voilà, on va pas en faire une priorité de recrutement. Dernier dossier, messieurs, Bounassar. On a parlé d'un intérêt de Strasbourg. Confirmé par Thierry Lauré, l'entraîneur des Alsaciens, mais qui a fait comprendre que Bounassar, pour l'instant, était plutôt hésitant à rejoindre un promu et qui privilégiait un départ à l'étranger si jamais il s'imaginait hors de l'Olympique de Marseille. Dans le dialecte du footballeur, David, ça veut dire j'ai un contrat à l'Olympique de Marseille, je veux faire 0 concession, grosso modo. Bah oui. On peut comprendre. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Il a signé 5 ans, on le rappelle, en 2015. Voilà. Puis pour moi, c'est un super joueur, franchement, comme NG, mais qui, pour moi, n'ont pas encore vraiment explosé à l'Olympique de Marseille. Et ils n'ont pas montré réellement de qualité comme on les connaît. Et ils implosent plutôt. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que quand on connaît les qualités de vitesse, mais bien sûr, c'est des joueurs de Ligue 1, mais c'est des honnêtes joueurs de Ligue 1. Après, je pense que la marche, comme tu as dit, c'est soit tu passes le cap et tu te révèles à l'Olympique de Marseille, soit malheureusement, tu rentres dans le gouffre et là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire là, il est devenu un peu la tête où 29 matchs, un but, une passe décisive, un penalty provoqué. Pour un joueur quand même offensif, c'est très peu. C'est très peu à ce niveau-là. Et à ce qu'on demande à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, de vouloir jouer les 3 premières places, des joueurs de cette. Moi, je lui souhaite de trouver Strasbourg. Je trouve que pour lui, sportivement, après quand on parle de financièrement, c'est différent, mais un club comme Strasbourg qui monte, c'est quand même un club qui est assez connu en Ligue 1. Moi, je pense qu'il va jouer, il pourrait se relancer, ça pourrait lui faire du bien. Après, je suis pas dans la tête de Bounassar. Et 3, tiens, ça pourrait pas intéresser. Ah oui, ça pourrait être très très intéressant. Mais NG aussi, les deux. NG, Bounassar. Après, je pense que ça, ils exploseraient dans des clubs comme ça. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui viennent à l'Olympique de Marseille, qui malheureusement, c'est vrai, quand on arrive, on rentre dans un stade, 60 000, il y a les médias, on demande beaucoup à ces joueurs. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à ressentir. Moi, j'en parle en tant que réel footballeur, quoi. Je veux dire, quand on joue à l'Olympique de Marseille, c'est vrai. Bon, moi, si j'avais pu jouer à l'OM, moi, ça aurait été. Voilà, moi, ça m'aurait pas déplu du tout et j'aurais tout donné et encore plus. Voilà, c'est magnifique. Mais voilà, ces joueurs-là, je pense qu'ils ont un peu de pression. Bien sûr. Même une grosse pression et ils ont peur de peut-être de mal faire et on perd les moyens. Donc c'est compliqué. C'est très intéressant ce qu'il dit. Pour Bounassar, on verra. Peut-être que lui aussi, ça se décantera en fin de mercato quand il réalisera qu'il y aura vraiment très peu de temps de jeu pour lui. Il se dira qu'un prêt et à voir après, c'est toujours pareil. C'est le charme des derniers jours de mercato où ça négocie les prises en charge de salaire et on voit des opérations irréalisables se réaliser. On a fini pour la partie actu. On passe de suite aux équipes types.